Bonjour, bienvenue dans Lex Inside, l'émission qui donne du sens à l'actualité juridique. Du droit et rien que du droit. Au programme de ce numéro, on va parler communication judiciaire. Ce sera dans quelques instants avec Maxime Doliveux, magistrat. On parlera ensuite de l'obligation de motivation, de la proposition de rectification de l'administration fiscale avec Frédéric Naïm, avocat associé chez Naïm et associé. Et enfin, pour terminer, on parlera du droit à déconnexion et des obligations de l'employeur avec Angélique Deruenne, avocate fondatrice de CFDLO. Voilà pour les titres. Lex Inside, c'est parti. La communication judiciaire est engagée dans une profonde transformation. Les magistrats prennent désormais la parole dans l'espace public, notamment sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'ils peuvent dire? Comment aller encadrer? On fait le point avec Maxime Doliveux, magistrat de l'ordre judiciaire, actuellement en disponibilité et qui s'exprime régulièrement sur les réseaux sociaux pour faire part des évolutions ou parler des métiers du droit. Maxime Doliveux, bonjour. Bonjour. On va parler ensemble de cette transformation de la communication judiciaire. Pour commencer, pourquoi cette transformation de la communication judiciaire se fait-elle aujourd'hui ? Il y a plusieurs facteurs qui se conjuguent pour que cette révolution ait lieu, parce qu'il faut parler d'une vraie révolution de la communication judiciaire. D'abord, il y a une société dans laquelle on évolue, qui est une société de l'hypercommunication. La communication est présente partout, tout le temps, elle évolue à chaque instant, et donc l'institution judiciaire s'inscrit dans la société, elle est pleinement inscrite dans la société, et ses décisions intéressent la société, et donc, évidemment, il s'agit de savoir comment porter à la connaissance des citoyens dans cette société de l'hypercommunication ce qu'elle décide. Il y a aussi, au-delà de la société, une institution qui est dans une sorte de crise de confiance, puisque moins de la moitié des Français disent avoir confiance dans l'institution judiciaire, et donc il y a aussi un contexte où elle doit faire savoir ce qu'elle fait au-delà de le faire. C'est important de créer du lien. Exactement, et c'est important aussi parce que l'institution agit au nom du peuple français, et donc elle doit rendre des comptes, faire savoir ce qui est fait au nom de ce peuple. Et la troisième chose, c'est que les magistrats, qui sont ceux qui communiquent pour elle, s'inscrivent dans un contexte où la justice est attaquée. Et donc, ils ont aussi un devoir de défendre l'institution. C'est un devoir. Le Conseil supérieur de la magistrature l'a rappelé en décembre 2023. Le droit de communiquer, la liberté d'expression des magistrats, c'est pas un privilège individuel, c'est vraiment une réaction nécessaire quand l'institution est discréditée, quand on parle faussement sur ses décisions. Et donc voilà, dans ce contexte de société, d'institution où la confiance s'érode et d'attaque sur l'état de droit, la communication est en révolution. Alors, vous parlez de révolution, on dit parfois transformation profonde. Qu'en est-il réellement dans les faits ? Alors, dans les faits, il y a une vraie révolution qui est sur deux plans. D'abord, la communication la plus classique, c'est celle du parquet, des magistrats du parquet. C'est eux qui parlent naturellement, c'est prévu par le Code de procédure pénale, c'est l'article 11. Et cette communication du parquet, elle a profondément évolué depuis 10 ans. Elle s'est renforcée, on entend beaucoup plus les procureurs de la République. Et ça, c'est une vraie libération progressive. Il y a eu un élan, à partir notamment des communications qui ont été celles réalisées dans le cadre des vagues d'attentats des années 2015-2016. Les procureurs ont investi vraiment ce champ de la communication. Mais il n'y a pas que le parquet. Et c'est là vraiment où il y a un changement total de situation, c'est que le siège s'investit aussi dans la communication. Alors, et comment vous expliquez ce changement ? C'est un changement de positionnement qui est porté notamment par la Cour de cassation, qui, tout au sommet, a une politique de communication vraiment avant-gardiste, avec des audiences filmées, avec des communiqués de presse qui annoncent ces décisions, qui les expliquent pour les rendre accessibles. Et on voit dans les juridictions du fond des présidents, des premiers présidents qui vont rédiger des communiqués pour expliquer leurs décisions, qui parfois interviennent même en défense de l'institution attaquée. Donc là où avant on avait une idée que c'était le jugement qui disait tout et le juge ne disait rien, tout était dans le jugement, aujourd'hui on a une plus-value de la communication qu'il faut
encore construire. C'est tout l'enjeu de ce qui arrive demain. Alors, vous l'avez dit, il y a un nouvel élan, il y a beaucoup de communiqués désormais. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de dérive, de justice spectacle avec une communication à outrance ? C'est un risque. C'est un risque qu'il y ait un trop-plein et qu'il y ait aussi effectivement un glissement de l'explication de la pédagogie vers la recherche d'une adhésion et presque une communication politique. Et l'enjeu, il est que si on ne montre la justice que sous une certaine lumière, c'est-à-dire en ne montrant que les choses positives, les réussites, et en laissant dans l'ombre ce qui constitue des échecs ou des difficultés, le risque, c'est que le citoyen, il voit un écart entre ce qu'il a vécu et ce qui est raconté. Et donc, finalement, le remède serait pire que le mal, puisque la confiance serait encore plus attaquée. Donc, il faut absolument une communication fidèle. Mais il n'y a pas que ce risque. Il y a aussi le risque de personnalisation, de pipolisation de la communication, qu'il faut absolument éviter. Il y a un risque aussi avec l'usage de nouveaux moyens qui ont des biais. Je parle par exemple des réseaux sociaux qui vont nous donner tendance à communiquer plus sur des sujets moins prudents. Communiquer plus et plus rapidement. Plus rapidement, il y a des enjeux, il n'y a plus de filtres finalement. Là où avant, quand on parlait à la presse, il y avait cette possibilité d'avoir du temps, de revenir sur un élément, de le réexpliquer. Quand c'est diffusé sur les réseaux, quand on clique sur le partage, c'est terminé, c'est diffusé pour toujours. Il faut considérer qu'il n'y a plus de retour en arrière possible. Et puis en plus, ça crée un dialogue direct avec les citoyens qui est quelque chose de vertueux, mais qu'il faut maîtriser. Donc finalement, il y a des risques, mais il y a aussi bien sûr un potentiel, et donc il faut saisir cet enjeu de la meilleure manière. Alors, vous avez évoqué justement la présence des magistrats sur les réseaux sociaux. Il y a aussi la captation des audiences, l'intelligence artificielle. Alors, quel regard portez-vous sur ces outils ? D'abord, ces outils, ils sont là. Il ne faut pas fermer les yeux. Les réseaux sociaux, c'est vraiment un moyen d'information. Une majorité de Français s'informent via ces canaux aujourd'hui, notamment les jeunes, mais pas que. Et donc, évidemment, la justice doit s'en saisir pour parler aux citoyens, mais s'en saisir de la bonne manière. Je parlais juste avant des biais dans l'utilisation. Il ne faut pas devenir esclave de l'outil. Il ne faut pas vouloir toujours plus d'abonnés, toujours plus de j'aime, de partage, etc. C'est pas ça que la justice doit rechercher. C'est quoi s'en servir de la bonne manière alors ? C'est communiquer pas plus qu'il n'est juste, pas plus qu'il n'est utile. Voilà, c'est cette devise du droit pénal qu'on peut prendre de manière générale pour la communication judiciaire. Il faut l'utiliser dans la manière la plus juste, c'est-à-dire ne pas dépenser des moyens, ne pas discréditer l'institution, et donc quelque part, investir de manière professionnelle cet usage, se former, avoir une doctrine ensemble pour l'utiliser de la bonne manière. Vous parliez de la captation d'audience, ça fait plus de 4 ans qu'on a cette réforme qui est intervenue en décembre 2021, la loi Confiance. C'est une réussite. La crainte à la base, c'était que les audiences soient déstabilisées, qu'il y ait aussi des diffusions sur les réseaux avec des simples parties d'audience et qui soient un peu manipulées, etc. Ça n'a pas eu lieu. Donc c'est une réussite, mais on peut encore faire plus et mieux, peut-être en diversifiant encore ce qui est diffusé et auprès de publics encore plus divers, en utilisant les réseaux sociaux d'ailleurs pour les diffuser. Et puis il y a aussi, au-delà des réseaux sociaux, au-delà de la captation, la présence auprès des citoyens, c'est-à-dire utiliser tous les moyens classiques de la communication qui restent fondamentales. Et puis l'intelligence artificielle demain, vous le citiez en dernier, elle est déjà présente. Quand je dis demain, c'est en réalité déjà aujourd'hui. Il faut absolument que la justice reste souveraine sur cet outil, c'est-à-dire qu'il y ait une maîtrise des données, une maîtrise de l'utilisation, et qu'on s'en saisisse de la bonne manière. Peut-être que votre question serait « quelle est cette manière ?» Et donc, dans ces cas-là, c'est peut-être déléguer à cet outil, qui peut être formidable sur certains aspects, tout ce sur quoi, finalement, il n'y a pas de plus-value de l'intelligence et de l'émotion humaine, avec des synthèses, avec de la recherche, toujours sous la vigilance du contrôle humain. Et dans l'idée que ça serve l'état de droit. Que ça serve l'état de droit, parce que l'enjeu, c'est évidemment de défendre cet état de droit. De défendre comment ? Grâce à cette communication, peut-être par plusieurs manières. D'abord, je parlais d'une doctrine générale. Il faut absolument qu'on ait des règles ensemble. C'est-à-dire que la communication soit pensée, qu'elle ne soit pas de l'amateurisme. Il faut que ce soit cadré. Il faut que ce soit cadré, pas de la pratique individuelle.
Là-dessus, le Conseil supérieur de la magistrature a établi une charte déontologique il y a peu de temps. Elle donne des clés et il faut encore construire cette manière de l'utiliser. Il faut appuyer la communication. Moi, j'ai eu la chance d'être en appui de la communication de crise de procureur de la République et je pense qu'il faut, par exemple, porter l'idée du président du tribunal judiciaire de Paris de créer des porte-paroles de juridiction. Et puis la troisième chose, c'est aussi de professionnaliser. L'école de la magistrature est vraiment en avant-garde pour former les magistrats de demain et d'aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment un élan à poursuivre. On va conclure là-dessus. Merci Maxime Doliveux. Je rappelle que vous êtes magistrat de l'ordre judiciaire en disponibilité. Merci à vous. Tout de suite, on change de registre. On va parler fiscalité avec la proposition de rectification de l'administration fiscale et l'exigence de motivation. On va parler de l'exigence de motivation de la proposition de rectification de l'administration fiscale. Quelle est l'étendue de cette obligation? On fait le point avec Frédéric Naïm, avocat associé chez Naïm et Associés. Frédéric Naïm, bonjour. Bonjour. On va parler ensemble de l'exigence de motivation de la proposition de rectification de l'administration fiscale. Pour commencer, qu'est-ce que l'administration fiscale doit impérativement motiver et sourcer dans une proposition de rectification? Alors, je vais vous répondre en vous disant ceci. En fait, la proposition de rectification, c'est un acte par lequel l'administration, en gros, redresse un contribuable. Et cette proposition doit être adressée dans un délai de prescription, dans les 3 ans qui suivent l'année. Et ce document, il a une importance cruciale, parce qu'en fait, dans la mesure où il redresse, il taxe, il doit répondre à certaines obligations, dont cette fameuse obligation de motivation. Cette obligation de motivation, elle est prévue par un article, c'est l'article L57 du livre des procédures fiscales, et où, en gros, on exige de l'administration qu'elle motive en droit et en fait sa position. Ça veut dire quoi, concrètement? En droit et en fait sa position, c'est qu'elle est obligée de dire qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que n'a pas fait, ou qu'est-ce qu'a mal fait, ou qu'est-ce qu'aurait dû faire le contribuable, et pourquoi on le redresse. Et c'est à cette condition, si cette condition est remplie, si la proposition de rectification est adressée dans le délai de prescription et qu'elle est suffisamment motivée, qu'elle présente un effet juridique d'interrompre la prescription. D'accord. Et donc de pouvoir justifier ensuite une mise en recouvrement d'imposition. Et l'obligation de sourcer, ça veut dire quoi? Alors, l'obligation de sourcer, donc en fait, moi j'ai un peu deux types d'obligations de motivation. L'obligation de motivation, c'est en gros indiquer le texte de loi, indiquer l'année d'imposition, indiquer le fondement de l'imposition et indiquer les motifs de redressement. Et quand on dit motif des redressements, la jurisprudence exige que la motivation soit suffisamment complète et compréhensible pour le contribuable pour qu'il puisse répondre utilement. Le terme, c'est pouvoir répondre utilement. Ça veut dire qu'il faut donner toutes les caractéristiques, tout le cadre pour que le contribuable puisse répondre. Il faut qu'un contribuable non spécialement avisé puisse comprendre quelle est la position de l'administration fiscale et comment l'administration fiscale articule son raisonnement. On n'exige pas, la jurisprudence n'exige pas que la motivation soit fondée. L'administration a le droit de se tromper. Mais elle doit motiver, c'est-à-dire qu'elle doit articuler, proposer un raisonnement. Alors vous avez dit l'administration a le droit de se tromper. Quelles sont les erreurs les plus fréquentes dans les propositions de rectification? Quand je dis qu'elle a le droit de se tromper, elle peut dire j'applique tel article de loi, alors qu'en fait cet article de loi ne s'appliquait pas. Mais elle a expliqué pourquoi elle a considéré qu'elle s'estimait fondée à appliquer tel article de loi. Donc là, il n'y aura pas de problème de motivation. La proposition aura été régulièrement motivée, mais le redressement sera infondé. L'autre cas, c'est lorsque, par exemple, elle va évoquer un texte, mais ne pas expliquer pourquoi elle considère que ce texte s'applique dans la situation factuelle qui concerne le contribuable. D'accord. Ça peut être le cas aussi, sinon, pour le défaut de motivation, pour vous donner des exemples, le cas de propositions de rectification qui sont stéréotypées et qui, en fait, ne sont pas individualisées au cas du contribuable.
Ça veut dire quoi concrètement, Stéréotypé, stéréotypé? c'est-à-dire que c'est du copier-coller, quoi. D'accord, C'est du copier-coller d'une position et qui est inadapté à la situation factuelle. La situation factuelle, c'est important. C'est inadapté à la situation factuelle du contribuable. d'accord. On lui raconte une histoire qui n'a rien à voir avec la sienne, ou on lui raconte pas d'histoire, justement. On lui dit en vertu de tel article, je vais vous donner un exemple. Là, moi, j'ai un cas en ce moment où l'administration a cherché à taxer une entreprise pour des fausses factures, donc le destinataire des fausses factures. J'ai contesté la proposition au nom du destinataire et l'administration a dit non, mais finalement, ok, j'abandonne. Cette amende doit être demandée à l'émetteur de la facture. D'accord. Le destinataire de la facture avait fait l'objet d'une vérification de comptabilité. Quand on va voir l'émetteur, l'administration dit exclusivement qu'elle se fonde sur la proposition de rectification qu'elle a, enfin le contrôle fiscal qu'elle a fait chez le destinataire, mais sans analyser in concreto la situation de l'émetteur, sans avoir entrepris aucune diligence pour avoir fait, je sais pas moi, un droit de communication, un contrôle fiscal, quoi que ce soit, pour aller embêter l'émetteur. Donc là, il y a un problème de motivation. Alors, en quoi justement une motivation insuffisante peut changer l'issue d'un contrôle fiscal? Bah, la motivation insuffisante, d'abord, pourquoi elle est exigée? Elle est exigée parce qu'en fait, c'est une garantie pour le justiciable de pouvoir se défendre, de comprendre ce qu'on me reproche. Vous avez fait vos déclarations, on vient vous reprocher 2 ans après ou 3 ans après quelque chose qui ne va pas et que vous ne pouvez pas comprendre, bah, vous ne pouvez pas répondre. Bien sûr. Donc vous répondez à quelque chose sans savoir ce qu'on vous reproche vraiment. Alors qu'en fait, la loi, c'est vous avez le droit à une proposition de rectification qui vous soit adressée, motivée, et vous avez le droit de vous défendre dans le délai de 30 jours. Comment voulez-vous vous défendre sur une proposition qui n'est pas susceptible d'être comprise? Donc, ce défaut est sanctionné parce qu'on sanctionne en fait un grief, on sanctionne un préjudice que va subir le justiciable. Et c'est quoi les sanctions? Alors, bah, ça, en fait, c'est de considérer pour revenir tout au début de ce que je vous ai indiqué, la proposition de rectification a un caractère interruptif de prescription, c'est-à-dire elle peut servir ensuite à asseoir la mise en recouvrement d'imposition. Si la proposition de rectification n'est pas motivée, c'est comme si elle n'existait pas. D'accord. Donc, elle n'existe pas, elle ne présente donc pas d'effet interruptif et elle ne peut pas asseoir une imposition. Pour comprendre vraiment ce qu'est un défaut de motivation, comment on peut identifier les failles justement dans une proposition de Alors, rectification? bien sûr, c'est rare. En fait, malheureusement, bah, vous savez, nous en tant qu'avocats fiscalistes, on travaille beaucoup sur la procédure. C'est le point sur lequel on va essayer de se défendre pour gagner. C'est très difficile d'avoir cette chance de voir un dossier, et surtout, on n'est pas acteur. On est complètement passif par rapport à un dossier sur l'exigence de motivation. Malheureusement, C'est à la discrétion de c'est l'administration l'administration. fiscale. Est-ce que le rédacteur va être alerte? Est-ce que il va faire correctement son travail? Ça, malheureusement, c'est pas quelque chose sur lequel on a la main. Euh, mais lorsque ça arrive, bah, en fait, on peut s'en servir de manière très efficace, à condition de l'opposer à un moment qui soit le bon moment. C'est quoi le bon moment? Alors, je vais vous répondre. Est-ce que vous me permettez d'extrapoler? C'est-à-dire Rapidement. au même titre que vous avez l'obligation de motiver la proposition de rectification, vous avez aussi l'obligation pour l'administration de motiver la réponse aux observations du contribuable dans un certain nombre de types de procédures, D'accord. en procédure contradictoire. Et pareil, il faut que l'administration motive. Donc cette exigence de motivation, elle est quand même, elle est permanente. Il faut qu'il y ait une motivation sur la méthode de reconstitution d'un résultat. Il faut que vous ayez aussi cela sur le mécanisme de rehaussement. S'il y a un redressement par référence à d'autres documents, il faut que ce soit des documents qui soient euh, facilement accessibles. Et sur ça, il y a une obligation particulière pour l'administration avec un article
L76B de citer ses sources dans la proposition de rectification et de communiquer ces documents ensuite au contribuable qui en fait la demande. Tout ce truc-là, si vous voulez, ça, on peut être acteur de ça ensuite. On va conclure là-dessus. Merci Frédéric Naïm. Je rappelle que vous êtes avocat Sur la sanction, associé. sur la sanction, c'est la nullité. Naïm est associé. On a bien compris que la sanction était la nullité. Tout de suite, on change de domaine, on passe au droit social et on va parler du droit à la déconnexion. On poursuit ce Lex Inside, on va parler du droit à la déconnexion à l'aune de la dernière jurisprudence de la Cour de cassation, notamment contre le salarié est en arrêt maladie. On fait le point avec cette jurisprudence avec Angélique Deruenne, avocate fondatrice de CFD Law. Angélique Deruenne, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors pour commencer, on va débuter par les bases. Qu'est-ce que le droit à la déconnexion ? Le droit à la déconnexion, il existe depuis 10 ans déjà. Il a été codifié par le Code du travail il y a 10 ans, 2016. Et c'est un droit qui est vraiment d'actualité puisqu'on est dans un monde hyper méga connecté et de plus en plus connecté. Concrètement, ce droit à déconnexion, c'est le droit du salarié de ne pas se connecter en dehors de son temps de travail et pendant ses temps de repos pour respecter sa vie personnelle et familiale. Grosso modo, c'est l'idée de dire que le salarié a le droit de ne pas répondre. On est à essayer de mettre fin à cette tendance d'être toujours disponible, le mythe du cadre ou de n'importe qui toujours disponible qui était si cher à la France dans les années 90 et 2000. L'idée, c'était de mettre des limites. C'est ça, exactement. Et il vient s'inscrire dans un pendant, dans le corollaire en fait de l'obligation générale de sécurité de l'employeur, l'obligation générale de veiller à la santé physique et mentale de ses salariés. Ce droit à la connexion, il va prendre diverses formes en fonction de la taille de l'entreprise. C'est vraiment varié, c'est un sujet à part entière, mais ça peut être une charte, ça peut être inscrit dans la NAO. Et dans les faits, on va dire de nouveau concrètement, ça va passer par des outils de déconnexion du numérique ou des emails, comme on voit souvent. Vous n'êtes pas obligé de répondre ce soir, vous ne devez pas répondre ce week-end, etc. Et aussi des actions d'information et de prévention et de formation des managers et des salariés. C'est une obligation de l'employeur, c'est droit à l'information. Oui, c'est vraiment. Alors, ça dépend. Il faut pouvoir avoir démontré que l'employeur a fait tout ce qu'il pouvait pour faire respecter ce droit à la déconnexion. Mais les formes de mise en place du droit à la déconnexion sont variées et c'est vrai que ce n'est pas réglementé pour les petites entreprises, par exemple. Alors, on va s'intéresser maintenant au cas où le salarié est en arrêt maladie. Que se passe-t-il de ce droit à la déconnexion ? Alors, si le salarié est en arrêt maladie, c'est encore différent, c'est même à un degré plus haut puisque le contrat de travail est suspendu et le salarié n'a pas effectué la prestation de travail. Donc, on va considérer qu'ici, c'est un droit à déconnexion renforcé. C'est même un droit de ne pas se connecter. En fait, c'est un droit absolu à ne pas se connecter. Et la jurisprudence est très sévère là-dessus puisqu'elle vient dire le seul fait pour l'employeur de contacter pendant l'arrêt maladie un salarié, ne serait-ce qu'un simple SMS ponctuel pour dire « bah ouais, mais toi, tu as fait ça, ça va te prendre 2 minutes, nous, ça va nous prendre 2 heures », c'est suffisant pour constituer un préjudice qui ouvre droit à réparation, donc réparation financière au salarié. D'accord. La seule exception dans ce cas d'espèce, c'est si l'employeur envoie un SMS ou un email ou contacte le salarié pour obtenir des informations nécessaires à la poursuite de l'activité de l'entreprise ou il le contacte pour obtenir des informations nécessaires à la reprise du salarié pour organiser sa reprise. Il y a juste ce seul cas. Donc c'est vraiment un SMS ponctuel, t'as vu ou quoi que ce soit, c'est super dangereux. Alors, on va venir à l'arrêt du 25 mars dernier de la Cour de cassation qui considère que la connexion spontanée du salarié ne suffit pas à caractériser un manquement de l'employeur. Pourquoi ? Alors, cet arrêt est intéressant, effectivement, puisque dans cet arrêt, c'était un chef d'agence qui était cadre dirigeant, donc certainement le plus haut gradé de l'agence, qui avait fait l'objet d'un arrêt maladie assez long. Et pendant son arrêt maladie, il s'était connecté à plusieurs reprises de manière ponctuelle et il avait répondu à des messages automatiques. Donc je suppose des messages où il était certainement en copie, mais il n'y avait aucune action de l'employeur, sous quelque forme que ce soit, de lui dire
tu dois répondre et tu dois traiter. Alors, les dossiers n'étaient pas vains. Il avait traité 2 chantiers de clôture de compte et il y avait le sujet de 2 signatures de contrat de travail. Mais en tout état de cause, l'employeur n'avait rien demandé, lui avait jamais demandé d'intervenir. Il l'avait fait de son propre gré, de manière volontaire et de manière ponctuelle. Et en plus, l'employeur ne disposait pas de dispositif sur le droit à la déconnexion. Et de manière surprenante, ça n'a pas été considéré comme un élément aggravant. Pourquoi c'est surprenant pour vous? Parce que on aurait pu considérer que l'employeur, sans avoir informé, sans avoir développé ce point, la Cour de cassation aurait pu dire l'employeur a manqué à son obligation de sécurité. Ça n'a pas été le cas, puisque on est dans le cas d'espèce où finalement la Cour de cassation a voulu apporter un certain équilibrage en disant toute connexion automatique du salarié n'entraîne pas préjudice à partir du moment où l'employeur n'a rien demandé, que ce soit explicitement ou implicitement, qu'il n'y ait pas eu une culture, une pression, etc., on est bien d'accord, et que ce soit de la stricte volonté du salarié. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas une responsabilité automatique, et c'est plutôt du bon sens, j'ai envie de dire. C'est du bon sens. C'est toujours cette notion qui m'est si chère de bon sens, de bonne foi, de loyauté dans la relation de travail qui prime encore une fois. Si on vient aux conséquences de cet arrêt, pour vous, est-ce que ça va changer quelque chose dans les obligations de l'employeur? Non, ça ne va rien changer, mais ça permet de baisser d'un cran la vigilance. Par exemple, je prends un exemple. Nous, en tant qu'avocats, on est souvent consultés. Alors, un salarié va parfois se mettre en arrêt maladie, aussi parce qu'il a un sujet avec son employeur. Par exemple, il a une mauvaise notation pour un entretien annuel. Il va se mettre en arrêt maladie. Pendant l'arrêt maladie, il va un petit peu réfléchir. Il va écrire à son employeur, il va poser des questions. Nous, on va toujours dire, surtout, vous dites, on en parlera à ton retour, on ne peut pas en parler maintenant, tu dois te reposer, tu dois te déconnecter. Aujourd'hui, on pourrait se dire, on peut peut-être répondre un petit peu tout en lui conseillant et en lui disant qu'il ne doit pas se connecter. Et c'est vrai qu'avant, ça cristallisait des relations parce que le salarié, il attendait des réponses sur parfois des questions. Et nous, en tant qu'avocat, on est obligé de dire à l'employeur, surtout, vous répondez à rien. Parce que quoi que vous fassiez, il y a une responsabilité qui est quasiment automatique. Donc aujourd'hui, on vient dire la responsabilité n'est pas automatique. Donc je ne dis pas qu'il faut instaurer un dialogue avec le salarié, etc. Mais on ça clarifie un peu les obligations de l'employeur. Tout à fait. Pour être concret, dans quel cas la responsabilité de l'employeur peut être engagée? Alors, je le citais, tout ce qui est instruction explicite, tu peux finir ça, toi, ça va te prendre 5 minutes, nous, ça va nous prendre 2 heures, on ne peut pas s'en sortir. Ou, reste joignable pendant tes congés, s'il te plaît. Des petites choses comme ça, c'est suffisant. Ou, on a parfois des salariés qui disent, en fait, je l'ai fait, parce que sinon, c'est ma collègue qui aurait dû le faire. Et ma collègue, je l'aime bien, elle est déjà limite en burn-out, elle n'en peut plus. Donc, on peut quand même imaginer que s'il n'y a pas l'organisation qui suit derrière pour décharger le salarié, il y aurait une responsabilité qui revient. Donc, effectivement, il n'y a plus de responsabilité automatique dès qu'on ouvre la bouche, mais cet arrêt vient rappeler que le droit à déconnexion, il reste primordial. L'employeur reste quand même et toujours tenu de cette obligation de sécurité. Est-ce que ça veut dire que l'employeur doit s'abstenir de faire quelque chose s'il voit une connexion spontanée du salarié en arrêt maladie? Alors, on n'a pas encore tout à fait la balance à ce niveau-là, mais oui, c'est de la bonne foi et du bon sens. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire, il y a cet arrêt du 25 mars, il se connecte, on ne lui a rien demandé. Cool, je suis contente, il travaille, moi j'ai rien à lui dire, je lui dis rien et puis ce qui est fait est fait. Non, ça c'est de la mauvaise foi, c'est du mauvais sens, on arrête. Si on voit que le salarié se connecte à plusieurs reprises ou même ponctuellement pendant son arrêt de travail, une fois ça passe, mais après, en tant qu'employeur, le devoir c'est de lui dire, tu ne dois pas te connecter, tu dois te reposer et tu dois vraiment te reposer et ne surtout pas aller voir tes emails, etc. Et ça reste très important. On va conclure là-dessus. Merci Angélique Desruelles. Je rappelle que vous êtes avocate fondatrice de CFD Law. Merci Arnaud. C'est la fin de ce Lex Inside. Merci de votre fidélité. Restez curieux et informés. À demain sur Be Smart for Change.